Nous allons prendre le contrôle d'une application Java située sur un cluster Kubernetes. En gros, nous allons faire du remote debugging. Rien de plus compliqué que cela. Alors les amis, j'ai écrit un article pour expliquer comment est-ce qu'on va le faire. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire l'article, vous pourrez juste regarder cette vidéo. On va suivre l'article et l'exécuter ensemble. Pourquoi est-ce qu'on veut faire du remote debugging? Alors vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous avez un bug qui arrive en production, mais qui ne peut être reproduit en local ou en environnement de développement. Alors ça peut arriver. Ça peut arriver dû à plusieurs problèmes. Premièrement, les données que nous avons en production ne sont pas toujours les données que nous aurons en environnement de développement ou alors en local. Donc, vous pourrez requêter un service pour récupérer des données. En production, il vous récupère des données qui ne sont pas correctes, alors qu'en environnement de développement, il vous récupère des données correctes. Donc, c'est pourquoi des fois, on a besoin de faire du remote debugging. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que du remote debugging, ça veut dire tout simplement débogage à distance. Si vous êtes développeur, vous avez tous déjà eu affaire à du débogage, du moins en local. Vous avez du code, vous lancez votre application et vous mettez des points d'arrêt dans le code pour pouvoir contrôler et suivre l'exécution de ce code-là. Donc cette fois, au lieu de le faire sur le même PC, on va le faire sur deux PC différents. Un PC sur lequel va s'exécuter le code et un autre PC qui va tout simplement contenir le code et les points d'arrêt. Alors j'avais publié une petite vidéo qui explique assez brièvement ce en quoi ça consiste de façon beaucoup plus avancée. Je vous recommande d'aller là, regarder, ça ne vous prendra que 3 minutes et par la suite vous revenez. Alors, si vous êtes revenu, ça veut dire que vous avez un peu plus faim et vous voulez comprendre comment est-ce qu'on peut le faire sous Kubernetes. Alors, à l'ère des microservices, aujourd'hui, on a des containers qui ne vont plus tourner de façon isolée dans des machines virtuelles. On va avoir des orchestrateurs de containers tels que Docker Swarm, tels que Kubernetes et bien d'autres. Notre cas d'usage va s'appliquer à une application Java qui va tourner sous Kubernetes et que nous aurons dockerisé avec et que nous aurons containerisé sous Docker. Donc pour pouvoir suivre cet article, je suppose que vous avez installé IntelliJ que j'ai ici chez moi. Je suppose que vous avez accès à un cluster K8s. Moi j'ai accès à un cluster sur un fournisseur cloud. Vous pouvez installer Minikube ou alors utiliser des playgrounds tels que KillerCoda et bien d'autres. Et enfin, je suppose que vous avez l'utilitaire kubectl qui nous permet de manipuler les clusters Kubernetes. Alors, on va tout d'abord se concentrer sur le bug en prod. Ouvrez l'article, le lien est dans la description et vous tapez cette commande pour pouvoir récupérer le code, vous déplacez dans le dossier contenant le code et vous déplacez sur la branche adéquate. Puis, vous ouvrez ce projet-là sous IntelliJ. Alors, premièrement, on va s'intéresser au code Java. Alors, le code Java ici n'est rien d'autre qu'une méthode main dans laquelle nous avons un exécuteur de thread, c'est-à-dire un exécuteur de processus en parallèle auquel nous allons passer deux procédures. Il s'agit de print text qui va tout simplement faire une boucle infinie dans laquelle il va exécuter we will print data et il va s'endormir une seconde afin qu'on n'exécute pas beaucoup trop rapidement, sinon on va tuer le processeur assez rapidement. Et une seconde procédure print data qui va aller récupérer des données d'un service distant et par la suite afficher les données récupérées de ce service distant dans une boucle infinie. Et pareil, lui aussi, il fera un sleep pour être sûr qu'on ne met pas en mal notre processeur. Voilà, et par la suite, on passe tout simplement ces deux procédures à notre exécuteur de thread qui va se charger de les exécuter. Alors ici, la méthode getString from remote service que nous appelons Ici, dans Print Data, nous retourne tout simplement un tableau de 5 chaînes de
caractère. Et sleep nous permet tout simplement de s'arrêter une seconde, le temps de donner un peu d'oxygène à notre processeur. Second fichier auquel on va s'intéresser, c'est le Dockerfile. Il nous permet de lancer l'application tout en activant l'agent du Remote Debugging sur le port 5005. Alors remarquez bien comment est-ce que nous lançons l'agent avec cette ligne de code là jusqu'à ce niveau. Alors il y a une grosse différence entre la façon dont on lançait l'agent lorsqu'on était sous Java inférieur à 1.8 et lorsqu'on est sous une version de Java qui est supérieure à la version 9. Alors, avant la version 9, on utilisait tout simplement ceci. Address égale à 5005. Tout simplement parce qu'on permettait à toutes les machines de pouvoir taper dans notre agent de débogage, ce qui n'est pas bien sûr correct en termes de sécurité. Donc depuis le Java 9, ils ont apporté une amélioration et ils nous obligent désormais à passer une adresse IP au niveau de adresse. Alors ici, vous pourrez bien sûr passer quelque chose comme ceci. Mais pour des raisons de simplicité, nous allons tout simplement utiliser étoile pour faire comme si nous permettons à toutes les machines de taper dans notre agent de débogage. Et je répète encore, ce qu'il faut faire par mesure de sécurité, c'est définir une adresse IP à ce niveau. Et cette adresse IP sera par exemple l'adresse IP d'une machine qui sera dédiée à faire exceptionnellement du remote debugging. Et enfin, le fichier de déploiement sous Caritest. Nous avons une image qui sera produite par ce Dockerfile que l'on a tagué avec la version 0.0.1. Et par la suite, on va tout simplement ouvrir le port 5005 afin qu'on puisse taper dans ce port 5005 à partir de l'extérieur du pod. Nous allons donc appliquer ce fichier de déploiement. Pour ce faire, on va tout simplement taper la commande kubectl apply microservice.yaml. Alors ça dépend de l'endroit où vous lancez la commande. Moi je vais me déplacer déjà dans Caritest. Voilà, et là je vais tout simplement faire un kubectl apply. Et là il nous dit que le déploiement a été créé. Je vais donc aller vérifier ce qui se passe dans ce déploiement là. Je peux voir que le port s'exécute correctement. Je vais vérifier les logs. Alors comme vous pouvez le constater, on a les deux procédures qui s'exécutent de façon alternative jusqu'à un certain niveau et par la suite il n'y a plus que la première procédure qui s'exécute. Alors pour une raison inconnue, entre guillemets, on va supposer que c'est inconnu parce que pour celui qui fait un peu de code Java va comprendre très rapidement ce qui se passe. Mais pour une raison inconnue, on ne sait pas pourquoi est-ce que la seconde procédure a arrêté de s'exécuter. La meilleure façon de comprendre ce qui s'est passé, c'est de mettre des points d'arrêt dans le code parce que en plus là, on n'a aucune erreur. Il faut qu'on mette des points d'arrêt pour comprendre ce qui se passe et dénicher la coquille. D'où le débogage. Alors pour pouvoir débugger ce qui se passe sous Kubernetes, on va déjà revenir sur IntelliJ et on va configurer notre client de débogage comme suit. CTRL-SHIFT-A, Edit Configuration, vous tapez Entrée, vous cliquez sur le petit plus à ce niveau, vous recherchez Remote JVM Debug, vous cliquez là-dessus et là il va vous ouvrir cette fenêtre. Premièrement, rassurez-vous que le projet qui soit en train de tourner dans la machine distante ou dans le pod, le container, soit bel et bien le projet dont le code source est ici. Puis vous laissez tous les autres paramètres par défaut. Vous pouvez potentiellement renommer ici, mais c'est pas très important. Pourquoi laisser les paramètres par défaut? Parce que on compte bien contacter l'agent de débogage à partir de localhost sur le port 5005 et avec ceci. Sauvegarder et lancer. Lorsque vous lancez, vous aurez cette erreur. En effet, le client de débogage essaye de taper dans localhost 5005. Pourtant, aucun service ne tourne avec un port 5005 sur notre machine qui est localhost. C'est
cependant dans le container du port déployé que nous avons un agent qui écoute sur le port 5005. Alors comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir, à partir de localhost, taper dans cet agent sans exposer un service ou un ingress? Alors pour cela, on va faire de la redirection de port. Voilà ce à quoi ça va ressembler. Donc on aura un proxy que l'on va démarrer ici, qui va récupérer les requêtes en direction de localhost 5005 et qui va les renvoyer vers le container sur le même port 5005 et vice versa. Alors pour ce faire, on va déjà arrêter les logs que nous avons à ce niveau, récupérer le nom du pod qui est en cours d'exécution et taper la commande suivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire une redirection de port entre le port 5005 en local et le port 5005 distant. Et là, la redirection a commencé. On voit bien qu'il fait la redirection à partir de localhost 5005 vers le pod sur le port 5005. Relancer le client de debug sur IntelliJ. Là, il se connecte correctement. Et on va détecter le problème ensemble. Donc sous IntelliJ, on va déjà mettre un point d'arrêt à la ligne 19. Le code s'exécute effectivement à ce niveau. Alors il faut savoir que quand je mets le point d'arrêt ici, le code s'est arrêté. Donc, alors les logs vont s'arrêter, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus produits, tout simplement parce qu'il y a un point d'arrêt de l'autre côté. L'exécution s'arrête, ce n'est que normal parce qu'on a bel et bien cette ligne qui s'affiche dans les logs. Donc on va retirer, on va continuer l'exécution, on va retirer ce point et on va le mettre à ce niveau où on a la ligne qui a disparu, à la ligne 28. On attend. Normalement, s'il dormait, il est censé dormir juste une seconde, mais une seconde est déjà passée et on n'a toujours pas d'arrêt. Donc l'exécution n'y arrive plus. Alors si je remonte un peu plus haut, je le mets même à la ligne 25, c'est-à-dire au début de cette procédure, il n'y a toujours pas d'arrêt. Alors ça veut dire donc que le thread qui exécute cette procédure print data n'existe plus. Alors pour avoir la certitude par rapport à ce qui se passe, nous allons faire une capture de thread. Donc pour cela, vous avez un petit appareil photo à ce niveau et vous cliquez tout simplement là en mode debugging en étant connecté. Donc là, on peut voir qu'on a un seul worker qui est en cours d'exécution. Alors, il est en mode sleeping parce que on s'arrête chaque seconde. Mais cependant, si on regarde notre code, on voit que chaque fois que l'exécuteur lance une tâche, alors on crée un nouveau thread que l'on appelle worker I2. Donc, on devra avoir worker 1, worker 2. On n'a que worker 1. Ceci confirme donc le fait qu'il n'y a qu'un seul thread qui est en cours d'exécution pour le moment. Ce type de symptôme est caractéristique d'une exception avalée. Ça veut dire qu'il y a une exception quelque part au niveau de ce second thread qui arrive et qui tue le thread sans crier gare puisqu'on n'a aucune exception dans les logs. Donc pour ce faire, pour corriger cela, le plus souvent, on met un try catch quelque part ici. Ou alors autour d'une ligne que l'on soupçonne, moi je soupçonne la ligne 28, et par la suite on voit si cela corrige le problème. C'est ce que nous allons faire en nous déplaçant maintenant sur la branche main. Alors sur la branche main, j'ai donc mis un try catch au niveau de la ligne 28 qui est désormais la ligne 29. Et là, j'ai tout simplement rajouté des instructions si jamais on est à court de données. Parce que vous l'aurez compris, on parcourt ce tableau. Et une fois qu'on arrive à un index qui est supérieur à 5, du coup, ça plante. C'est pourquoi, lorsqu'on arrive à cela, je dis qu'il n'y a plus de données à afficher. Je réinitialise I. Comme ça, on peut repartir de nouveau. Alors, le Dockerfile, rien n'a changé. Pour le microservice, cependant, on est passé à la version 0.0.2 parce que c'est la version de l'image qui est corrigée. On va donc dans un premier temps supprimer notre déploiement. Voilà, et par la suite appliquer le nouveau déploiement. On a donc un pod qui démarre correctement.
on va vérifier les logs de ce dernier. Je récupère le nom du pod qui va me permettre de lancer la redirection de port tout à l'heure. Et là, on peut voir que tout se passe bien désormais. Donc, grâce au remote debugging, on a pu repérer quel était le problème, on a pu comprendre qu'il y avait un thread qui mourait et on a mis des try catch. Et après avoir mis le try catch, on n'a plus de soucis. Cependant, on va relancer le proxy pour confirmer qu'il y a effectivement deux threads qui tournent. Je relance la redirection avec le nouveau numéro, le nouveau nom de port. Voilà, et je relance mon client de débogage. Il est bel et bien connecté. Je peux donc refaire une capture de thread. Et là, on voit très bien qu'on a deux threads qui sont en cours d'exécution, worker 1 et worker 2. Alors, comme d'habitude, le code source, je mets le lien dans l'article, mais aussi en description. Vous pouvez le retrouver sur GitHub.